Alors, bonjour, je m'appelle Alex et au nom du Regroupement québécois des maladies orphelines, il me fait grand plaisir de vous accueillir à ce webinaire qui portera sur l'importance d'une stratégie de maladies rares au Canada. Nos conférenciers d'aujourd'hui sont Gail Ouellette, fondatrice et directrice scientifique du RQMO, Mireille Roy, productrice vidéo et marketing web pour des associations et des OSBL chez Tessima, et Andrew Sedmiradsky, responsable de l'activité Max's Big Ride au profit de la recherche sur la dystrophie musculaire de Duchenne. Merci beaucoup à vous trois d'être avec nous aujourd'hui. Avant de vous céder la parole, j'aimerais simplement indiquer que la présentation sera suivie d'une période de questions. J'invite les spectateurs à soumettre leurs questions au fil de la présentation en utilisant la question Q&A, questions-réponses, qui devrait se trouver au bas de l'écran. Enfin, pour ceux et celles désirant profiter de la traduction simultanée, j'attire votre attention vers la petite planète au bas de votre écran. Vous devriez pouvoir sélectionner la langue de votre choix lorsque nécessaire. Alors, je crois qu'on commence avec Gail. Sans plus tarder, à toi la parole. Oui, merci Alex. Bienvenue à ce webinaire du RQMO. Moi, je vais juste faire une petite introduction par rapport aux maladies rares dans le monde et en fait, en comparaison avec le Canada. Je vais, excusez, on ne voit pas bien là. Tout était bien dans la pratique. Je m'excuse. On vient de l'essayer, tout était bien. Je devrais l'avoir là. Toujours comme ça, hein? OK, là, ça devrait aller. Ça va? Vous voyez bien les diapositives? Alors, on se demandait pourquoi on avait besoin de stratégie pour les maladies rares au Canada. Bien, c'est parce que le Canada, c'est le seul, ou en tout cas un des très peu de pays qui n'ont pas encore de plan politique ou stratégie, comment on l'appellerait, pour les maladies rares. Puis, on trouve qu'on devrait en avoir un parce que les Canadiens et les Canadiennes atteintes de maladies rares en ont autant besoin, il me semble, que les autres à travers le monde. Je vais vous lire parce que l'Europe, l'Union européenne est pas mal en avance. Je vais vous lire quelque chose qui a été un décret, loi ou règle, en tout cas, c'est-à-dire que c'était une recommandation du Conseil de l'Union européenne adoptée en juin 2009 qui relative à une action dans le domaine des maladies rares. Et ça avait été donc une recommandation là, vraiment adoptée par tout le Conseil de l'Union européenne qui comprend 28 pays. Je vais vous lire ça. Les maladies rares constituent une menace pour la santé des citoyens de l'Union européenne dans la mesure où il s'agit de maladies qui mettent la vie en danger ou entraînent une invalidité chronique et dont la prévalence est faible et la complexité élevée. Malgré leur rareté, les différents types de maladies rares sont tellement nombreux que des millions de personnes sont touchées. Les principes et les valeurs fondamentales qui sont l'universalité, l'accès à des soins de qualité, l'équité et la solidarité, approuvés dans les conclusions du Conseil de l'Union européenne en 2006 sur les valeurs et principes communs au système de santé de l'Union, revêtent une importance cruciale pour les patients atteints d'une maladie rare. Et concluait l'introduction en disant que la Commission a inscrit les maladies rares parmi ses domaines d'action prioritaires dans son livre blanc en 2007, intitulé « Ensemble pour la santé, une approche stratégique pour l'Union européenne de 2008 à 2013 », qui définit la stratégie de l'Union en matière de santé. Donc, c'est dès 2007, c'était inscrit comme priorité. Alors, pour vous dire rapidement, donc il y a 28 pays de l'Union européenne.
Ici, on a une carte là, qui c'est à jour là, en mai de mai 1919 et les différentes couleurs, en fait, c'est pour les dates des plans ou des stratégies maladies rares dans différents pays, mais en fait, sur 28 pays, il y a 25 de ces pays-là qui ont officiellement un plan ou une stratégie maladie rare. Justement parce qu'il y avait eu cette recommandation du Conseil là, pour que tous les pays de l'Union européenne aient en fait un plan. C'était supposé qu'il y ait un plan. Tout le monde, je crois que c'était avant 2016 ou quelque chose comme ça. Donc, 25 pays en ont, les couleurs différentes. Ici, c'est juste pour dire qu'il y en a qui sont encore ouvertes, là, où ils n'ont pas mis de date de fin. Puis il y en a qui ont eu des dates de fin de leur plan, puis, mais c'est dépassé. Mais tous ces pays-là ont eu des plans. Il y a 3 pays qui n'ont pas vraiment adopté officiellement, c'est la Pologne, la Malte et Suède. Par contre, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien pour les maladies rares. Il y en a comme la Suède qui a quand même beaucoup de programmes par rapport aux maladies rares, certaines politiques, des programmes, mais qui sont quand même similaires à ce qu'il y a dans les plans nationaux d'autres pays. Je voulais aussi vous dire là, que la France a vraiment été l'initiatrice. La France a commencé ses démarches en 1999, on peut dire, avec des états généraux sur les maladies rares, puis ils ont eu leur premier plan dès 2004. Ils sont rendus à leur 3e plan national maladies rares, puis je ne rentrerai pas dans les détails, mais vraiment, ces plans ont fait la différence à beaucoup de niveaux en France et aussi dans les pays européens qui en ont développé, entre autres, tout le réseau de centres de référence et de centres d'expertise très développés en France, mais aussi dans les autres pays qui ont adopté des plans. Les autres pays, bien, il y en a en Australie, des plans, puis les autres pays qu'on dit souvent moins développés, sous-développés, je ne sais plus, du tiers-monde, je ne sais plus quel terme on utilise aujourd'hui, mais il y en a beaucoup même qui ont avancé, l'Inde, la Chine, le Japon, des pays d'Amérique du Sud. Donc, c'est pour vous montrer que on se demande pourquoi le Canada n'est pas encore dans cette liste de pays chanceux. Alors, le Canada, aujourd'hui, c'est ce qu'on a pour les maladies rares au Canada. Une page web dans le site web de Santé Canada qui s'appelle « À propos des médicaments orphelins et des maladies rares au Canada » avec une brève description de ce que sont les maladies rares et en fait, là, comme c'est juste en rapport avec les médicaments orphelins. On a eu en 2016 une belle initiative qui était un cadre réglementaire pour les médicaments orphelins au Canada où on voulait des incitatifs pour la recherche, des protocoles, des incitatifs pour des essais cliniques, etc. Puis, mais ça, finalement, ça n'a jamais été adopté. Ça a été un travail avec le Canadian Organization for Rare Diseases, puis Health Canada, Santé Canada, mais finalement, c'est des changements de règlement qui n'ont jamais été adoptés. Donc, c'est à peu près ce qu'on a au Canada. Je ne veux pas oublier, par contre, qu'en recherche, de dire qu'en recherche, il y a quand même eu des programmes, les instituts de recherche Santé Canada. On a une belle initiative, là, le Care for Rare, à travers le Canada pour identifier des gènes de maladies génétiques rares, non diagnostiquées, etc. Mais donc, dans la recherche, puis c'est ça qui est triste aussi, c'est souvent plus avancé dans la recherche qu'au niveau des besoins cliniques ou sociétaux pour les personnes avec les maladies rares. Mais quand même, il y a, je vais reparler du Canadian Organization for Rare Disorders qui a fait un travail de consultation pour arriver en mai 2015
une stratégie pour les maladies rares au Canada, un énoncé là, des objectifs et des principes pour les maladies rares, puis des démarches qui ont été faites là, au niveau du gouvernement, mais en fait, je ne pense pas qu'on ait vu vraiment de retombées, là, qu'il n'y a pas de comités nationaux, il n'y a pas de groupe de travail, de task force, de quoi que ce soit encore pour vraiment implanter, établir cette proposition de stratégie. Ben, le Canadian Organization for Rare Disorders, CORD, sont très, très actifs dans le domaine des médicaments orphelins pour qu'on ait accès, que les patients aient accès à leurs médicaments, qu'il y ait des budgets pour ça. Ça a même débloqué au niveau du gouvernement qui promet dans les prochaines années un gros budget pour ces médicaments-là. La lutte aussi récente, qui dure depuis 2-3 ans, pour contrer un règlement du fameux CEPMB, c'est-à-dire pour la fixation des prix, quelque chose qui pourrait faire mal et déjà fait mal à l'entrée de certains médicaments au Canada et à l'innovation, à la recherche au Canada. C'est des dossiers très importants, mais on pense là, que ce serait bien en parallèle de vraiment demander au gouvernement d'implanter une stratégie. Pourquoi? Parce que, en fait, pour l'instant, c'est 5 à 10 là, dépendant de comment on calcule, de toutes les maladies rares qui ont un médicament orphelin ou un traitement spécifique. Puis, il y a encore, on dit là, 30 à 40 des personnes qui n'ont même pas de diagnostic ou ça prend du temps avant qu'ils aient leur diagnostic. Alors, ça, c'est pourquoi il faut une stratégie qui est aussi, comme c'est écrit ici, améliore la détection, la prévention des maladies rares. Pas de diagnostic, de toute façon, on ne peut pas traiter, n'est-ce pas? Et puis, il faudrait, au niveau de la gestion des soins, au niveau qui est plus d'uniformisation, et aussi l'accès même aux services psychosociaux, etc. Donc, il faudrait une stratégie globale à l'intérieur de laquelle, évidemment, il y a toujours la question de la recherche pour des thérapies, puis aussi l'accès aux thérapies. Donc, nous, dès notre création en 2010, on a décidé de faire un plaidoyer pour une stratégie québécoise parce que l'autre chose, c'est qu'au Canada, la santé, c'est juridiction provinciale et on se disait attendre après une stratégie canadienne pourrait prendre du temps, on va commencer chez nous. Donc, on a fait beaucoup de consultations, on a plaidé devant 4 gouvernements différents. Et puis, nous, bien finalement, à l'été 2017, ça a débloqué où on a eu la création d'un groupe de travail qui a fait des recommandations. Puis, c'était basé sur une proposition de stratégie que nous, on a fait au Québec aussi à la même année que CORD, là, en 2015. Donc, on voulait avancer au Québec, puis ça avance là, en février 2019. Je vais revenir à ça. En février 2019, bien, on a eu l'annonce de notre ministre de la Santé à l'époque, Mme McCann, qui aurait un comité consultatif puis des forums sur les maladies rares et les médicaments orphelins. Malheureusement, il n'y a eu qu'une réunion de ce comité en juin passé et puis c'est pas mal arrêté à cause de la pandémie. Malheureusement, cette pandémie, évidemment, on sait, fait retarder beaucoup de choses, pas juste pour les maladies rares. Donc, notre stratégie à nous, puis ça ressemble à celle de CORD et celle des plans nationaux à travers le monde parce qu'on a tous les mêmes besoins.
donc, c'est celle-ci là, avec 6 thèmes et puis on a proposé une quarantaine de solutions finalement pour l'ensemble de ces thèmes-là. Je voulais mentionner aussi que l'Ontario a eu un groupe de travail qui a été initié en 2016-2017, en fait, sous l'initiative d'un groupe, le ILC Foundation, à cause de la maladie qui est très mal servie en général là, dans toutes les provinces et dans le monde, le syndrome d'Ehlers-Danlos. Et puis, ils demandaient une clinique pour cette maladie-là. Puis le gouvernement ontarien a décidé, on va regarder pour toutes les maladies rares. Donc, ils ont quand même fait un groupe de travail qui a déposé un rapport en 2017. Par contre, on se demande si ça, eux aussi, là, puis je ne suis peut-être pas la meilleure placée pour savoir. Je sais qu'ils ont étendu des cliniques. Premièrement, ils ont établi des cliniques, 2 cliniques pédiatriques et adultes pour le syndrome Ehlers-Danlos. Ils ont étendu d'autres cliniques pour des maladies, mais c'était déjà des cliniques établies là, pour les maladies métaboliques, pour la thalassémie, donc des maladies où vous avez déjà des cliniques, mais ils ont étendu. Fait qu'on peut voir quand même qu'il y a tellement de maladies rares qu'il y en a beaucoup qui n'ont toujours pas de services là, coordonnés, etc. Donc, il y a quelques initiatives, comme je dis, mais c'est sûr que nous autres, on pense que s'il y avait une stratégie canadienne, ça pousserait toutes les provinces avec leur système de santé spécifique là, à avancer aussi. Puis, nous, on pense aussi le fait que nous, on avance un peu au Québec, puis si un peu d'avancement en Ontario, là, ça devrait pousser le fédéral à faire une politique nationale pour tout le pays. On espère qu'il y aura un jour, justement, des politiques adaptées à chaque province et puis des politiques qui sont générales pour toute la province. Puis il y a aussi collaboration pan-canadienne pour des cliniques, pour des centres de référence, pour de la recherche. Je veux juste dire, pour finir, que pourquoi il y a eu cette initiative-là, puis je vais donner la parole à Mireille ensuite, qui va parler de l'initiative Not So Rare, pas si rare, parce qu'il y a des personnes, des groupes, des médecins même, et des chercheurs, mais comme je dis, il y a quand même des choses en recherche, puis des médecins aussi qui ont à cœur leurs patients, qui demandent qu'il y ait quelque chose. Qu'en 2020, il n'y ait encore rien au niveau du Canada, comme je vous ai montré tout ce qu'il y a ailleurs, c'est, on peut dire, honteux, scandaleux. Puis, donc, on voudrait qu'il y ait qu'on unisse nos forces là, pour demander ça au gouvernement canadien. Puis, je pense qu'il faut s'unir aussi avec CORD, qui a fait beaucoup de travail là, et a déjà une stratégie qui est écrite là, et peut-être même il y a des choses aussi de la nôtre au Québec qui peuvent servir. Donc, mais avant de passer la parole à Mireille, je veux encore lire une courte phrase de Helen Clark des Nations Unies qui a dit « Aucun pays ne peut prétendre avoir un système de santé universel s'il n'a pas adéquatement et équitablement répondu aux besoins des personnes atteintes de maladies rares. » Alors, j'espère qu'il y a des autorités gouvernementales canadiennes qui l'entendent, ou on leur dira. OK, merci, puis je laisse la parole à Mireille. Je vais... bonjour tout le monde. En fait, on voulait laisser la parole à Andrew. Ah oui, excusez-moi, Andrew. Alors, je vais retourner dans mon mute. Right. Okay, hopefully everyone can see my screen.
And I apologize. Et I won't... je m'excuse, je ne parlerai pas français aujourd'hui, mais je vous en prie, utilisez le bouton interprétation au bas pour vous aider à comprendre ce que je vais vous dire. Alors, merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. Merci de l'invitation à vous parler. Merci, je remercie aussi Gail pour tout l'excellent travail qui a été fait avant qu'on se rencontre même du côté des maladies rares. J'en suis très reconnaissant. Je viens moi-même de Hamilton, en Ontario. Je m'appelle Andrew Smiratsky et je suis fondateur de Max's Big Road pour mettre fin à la dystrophie musculaire de Duchenne. Aujourd'hui, je vais partager mon histoire et je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors, avant 2013, je pense que ma vie était très différente. Voici une image de mon fils Max. Il est né en 2010 et dans cette image a été prise à la fin de 2012. Vous savez, c'est une ecchymose qu'il a sur sa tête, là. Et c'est parce qu'à l'époque, Max, c'était notre premier enfant. Ma femme a accouché du premier enfant. Quand il a commencé à marcher, il tombait souvent. Et quand il tombait, c'était très difficile pour lui. Et souvent, il frappait sa tête sur des choses. Et je n'ai jamais vraiment vu quelqu'un apprendre à marcher de première main. Je me suis dit, oh, est-ce que c'est si difficile d'apprendre à marcher? Je ne savais pas. Moi, hein, on a commencé à l'amener à plusieurs médecins. Et d'abord, on lui a recommandé d'aller voir des choses, des talons, des semelles différentes. Mais il n'a jamais été diagnostiqué de quoi que ce soit. Rien qui pourrait aider Max. On a vu plusieurs médecins et pas de diagnostic, en fait. Ça a été révélé seulement par étapes. D'abord, on avait un test sanguin, ça apparaissait pas très bien. D'autres tests qui n'étaient pas très bons. Et 4 mois plus tard, on a eu les résultats génétiques qui sont revenus et c'était vers juin 2013. On a reçu le diagnostic que Max avait la dystrophie musculaire de Duchenne. Quand on a reçu ce diagnostic, j'avais déjà entendu parler de la dystrophie musculaire, mais je n'avais jamais entendu parler de la dystrophie musculaire de Duchenne. On m'a dit de ne pas aller sur Google, pas regarder ça sur Google, mais vous savez, je me connais, moi j'ai fait un Google, j'ai été terrifié. J'étais vraiment terrifié. C'est le pire type de dystrophie musculaire qu'on peut avoir et c'est quelque chose qui a des effets très, très débilitants. Plus de 99% des enfants qui ont du gène sont des garçons, sont de sexe masculin et ils sont souvent déjà en fauteuil roulant à 12, Max à 10 ans et maintenant, ils sortent souvent, les gens sont à l'âge de 12-13 ans en fauteuil roulant avec une espérance de vie dans la vingtaine ou la trentaine au plus. Alors, ça peut être un petit peu plus pour certaines personnes, mais ce n'était pas l'avenir dont on rêvait pour notre fils. Et pour être vraiment... C'était dévastateur. Ça a tout changé. Ma femme Carrie et moi-même, et aussi ma famille immédiate, c'était un choc. On ne s'attendait jamais à voir quelque chose qui nous arrive à nous, là. Je ne pensais pas. Et c'est toujours dévastateur encore aujourd'hui, mais ça m'a poussé à agir et à pas attendre que les choses se produisent. Mais je me souviens quand on a reçu le diagnostic de Max pour la première fois, ça nous prenait des balados-diffusions pour être capable de dormir parce qu'on était tellement angoissés. Maintenant, je n'y pense pas autant, mais à l'époque, ça créait beaucoup d'angoisse. Il y a des visions d'avenir qui me font vraiment peur. Et ça, c'est mon histoire. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont sur cet appel qui peuvent comprendre un peu certaines des choses que je dis. Probablement, des gens ont eu des choses encore pires, mais bon. Alors, après qu'on a reçu le diagnostic, on sentait que c'est comme si les murs nous écrasaient. On était en Australie à l'époque, c'était comme si les murs s'écrasaient sur nous. C'est là d'où vient ma femme, c'est là que Max est né. On a quitté l'Australie, on est allé à la boutique du musée de Melbourne. Je ne me souviens pas de toutes les expositions. J'ai vu quelque chose, c'est devenu ma devise. Je me souviens que je suis allé dans une boutique au musée de Melbourne, une boutique de cadeaux. Normalement, je n'aime pas ce genre de petits souvenirs, de petites citations encourageantes, là. Mais là, je regardais ça, je cherchais quelque chose. J'ai remarqué quelque chose qui a tombé dans une allée. Ça disait, tomber, ça fait partie de la vie, mais se relever, ça, c'est la vie. Combattez. C'est devenu ma devise. Ça m'a inspiré pour la lutte que je voulais mener pour Max. Ça a éclairé toutes les décisions que j'ai prises par la suite. Je pense qu'on peut dire que j'ai amené ma famille dans toute cette aventure et c'était important pour moi qu'on se batte. Je ne voulais pas attendre que la maladie conquiert Max et je voulais avoir la meilleure vie possible. Et
c'était pas juste Max, bien sûr. Il y a d'autres enfants qui combattent cette dystrophie musculaire de Duchenne. Mais je crois que c'est très important de se battre. Et c'est une image-là, ici, que je vous montre. J'ai essayé de faire ça. Ce que je fais aujourd'hui, c'est que je viens vous parler. Je trouve qu'en parlant aux gens, on ne sait jamais où ça peut aider. Ça peut aider. On pense qu'on ne sait pas où ça peut arriver, dans quelle oreille ça peut tomber. Bon, quand Max a reçu son diagnostic en 2013, à ce moment-là, je me souviens que les médecins nous ont dit que c'était la période de lune de miel actuellement de la maladie. Hein? Une façon un peu bizarre d'exprimer. Je comprenais ce qu'il voulait dire, là, mais autrement dit, ça va venir pire. Il a la maladie, mais ça ne l'affecte pas trop pour le moment. Et il est mieux de profiter de ces années-là avant que ça s'empire. Ce n'est pas vraiment très, très encourageant, hein? Pour la famille. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de traitement curatif prometteur. Il n'y a toujours pas de traitement curatif. Il n'y avait pas de traitement même prometteur. Quelque chose que chaque garçon se finit à avoir des stéroïdes. Mais à un moment donné, si vous connaissez les stéroïdes, c'est des instruments assez brutaux qui ont beaucoup d'effets négatifs secondaires. Même ça peut prolonger un petit peu, donner un petit peu plus de force à Max pendant un certain temps. C'est mauvais pour les yeux, c'est mauvais pour les os, toutes sortes d'effets secondaires. Et j'ai détesté l'idée de donner quelque chose à mon fils qui non seulement allait l'aider, mais qui allait lui faire du mal. Mais finalement, on s'est trouvé fou de ne pas lui donner de stéroïdes. Mais je pense que c'était un petit peu démodé comme médicament. Il y a beaucoup d'effets secondaires. On espère qu'on va arriver à quelque chose de mieux que les stéroïdes pour l'avenir. Et pendant ce diagnostic, pendant qu'on l'a reçu, on a entendu parler de médecin, le même médecin qui avait mentionné cette lune de miel. On a entendu parler d'un médicament qui s'appelait Atalurène. C'était un médicament qui allait paraître pour longtemps. Ce n'est pas un traitement curatif, mais ça avait l'air prometteur. Ça pourrait donner un petit peu plus de temps à Max. À ce moment-là, c'était supposé arriver seulement dans plusieurs années. Je ne savais pas si le médecin nous disait ça simplement parce qu'il faut qu'il nous dise quelque chose d'un peu positif, le moindrement, ou si c'était une vraie possibilité. Et ma femme s'est souvenue du nom du médicament un peu plus que moi. Mais peu importe, là, l'avenir n'avait pas l'air très prometteur. Et on avait vraiment l'impression, en tant que famille, qu'il fallait faire quelque chose. Je ne savais pas quoi faire, mais je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose. Alors ça nous a amené ici à Max's Big Ride. Max's Big Ride, c'est quelque chose qui a commencé avec un site web que j'ai fait dans mon sous-sol pendant les vacances de Noël. Je n'avais aucune idée de ce que je faisais. L'idée de tout ça là, dont je vais vous parler maintenant, ce n'est pas oh, regardez-moi comme je suis bon, j'ai fait des choses. Non, c'est juste que je veux vous montrer. Si moi je l'ai fait, vous pouvez aussi vous impliquer et demander de l'aide, demander aux gens. Quand vous demandez de l'aide, c'est incroyable ce que vous pouvez accomplir. Alors, la toute première chose que nous avons fait, c'est quelque chose qu'on a appelé Max's Big Ride, la marche pour Max. C'est un peu ce que vous voyez un peu à gauche, là. C'est une image de la première année. Essentiellement, on faisait de la bicyclette avec Max en avant, avec son casque, il a bien attaché, il y avait un coussin, il y avait toutes les collations qu'il voulait et on faisait du cyclisme entre Hamilton et Ottawa. On a choisi Ottawa parce qu'il y a beaucoup de connexions, beaucoup de décisions prises sur les maladies rares sont faites à Ottawa et c'est 600 km. On s'est dit, on va faire quelque chose un peu gros. Première année, on a été de Hamilton jusqu'à Ottawa et on a dit, embarque dans la bicyclette, on t'a dit, on va te donner de la crème glacée molle et on a fait ce parcours cycliste et on a continué jusqu'à maintenant. La deuxième année, ça, c'est pour de la collecte de fonds. Hein, c'est aussi pour la sensibilisation, augmenter la sensibilisation. On voulait lancer un message. Il y a une côte près d'aujourd'hui qui s'appelle à Dundas. Cette côte a été rendue fameuse par une Olympienne, Harry Hughes. Elle a fait ça comme formation. Je pense qu'elle a gagné une médaille d'or, quelque chose. Alors, ça s'appelle la côte magique et on s'est dit, on va avoir l'événement. On a la grosse montée de Max, on a appelé ça. On a fait ça pendant une couple d'années et on n'a pas fait cette année à cause de la COVID, mais on a vu un coureur qui a fait cette côte 79 fois, qui est l'équivalent de monter l'Everest 79 fois. Bon, on n'a pas eu Max, on a eu un autre. C'était incroyable de regarder cette personne qui l'a fait 79 fois cette côte. Alors, c'était une façon de transmettre le message. Et pendant qu'on faisait la promotion, j'ai dit, je déteste les côtes. Alors, qu'est-ce que je peux utiliser pour faire la promotion? Alors, Max a fait le chemin de Hamilton à Ottawa pour de la crème glacée. On appelle ça, on devrait appeler ça le parcours de la crème glacée. Alors, c'est ce qu'on a fait pendant 3 ans. L'idée, c'est que tu as une crème glacée au milieu et à la fin. C'est un événement familial. Et l'idée, c'est de transmettre le message à la communauté sur ce qu'est
la dystrophie musculaire de Duchenne. Et tous les dons à 100% ont été donnés à la recherche. C'est un événement cycliste où on va se poser plus de calories. Ça ne vous rend pas tellement en forme avec la crème glacée au milieu, mais enfin. Ensuite, si on passe ici maintenant, là, l'année 4, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire l'année 4? Moi, j'aime ça boire de la bière. J'aime beaucoup la bière. Alors, je me suis dit, j'ai toujours été intéressé à une certaine collaboration pour transférer la bonne nouvelle à d'autres personnes. On a approché certaines brasseries. On a trouvé une brasserie extraordinaire qui s'appelle Braden Quick. Ils ont compris immédiatement, ils ont vraiment voulu aider. Au cours des 3 dernières années, ils ont brassé Max's Big Beer. C'est un milkshake pale ale, pêche et vanille, une bière pêche et vanille. On s'est dit, on a demandé à Max quelle saveur il aime. Il aime ça. C'est un milkshake au pêche et à la vanille. Ils ont mis tous des bonbons au pêche. Il a le droit d'en prendre autant qu'il veut. Quand il se sent très malade, c'est bien pour lui de s'impliquer. 50 cents pour chaque canette pour aider à trouver un traitement curatif pour la dystrophie musculaire de Duchenne. On a été vraiment très chanceux. Je ne veux pas dire qu'on a tout fait ça nous-mêmes. On a eu tellement d'aide. Je ne veux pas dire qu'on a tout fait nous-mêmes. On a eu tellement d'aide de toutes sortes de personnes dans un cheminement comme le Max's Big Ride, le parcours de Max. Ces pins, ces épinglettes, c'est une campagne que nous avons commencé. On ne les a pas tellement utilisées. FCKGMD. F, c'est fundraising. C, c'est care. Puis K, c'est knowledge ou connaissance. Et c'est le combat de la recherche contre la dystrophie musculaire de Duchenne, de la DMD. On a eu une très bonne réponse. On voulait le refaire un peu, mais avec la COVID, on n'a pas pu. Mais c'est une façon pour nous de sensibiliser les gens. On a été populaire. On envoyait ça par expédition postale à tous ceux qui voulaient exprimer leur frustration, si je veux dire. Et tout ce travail nous a amené à être reconnus. On a été dans la presse, on a eu des articles de journaux aussi. On a rencontré le premier ministre l'an 2 ou 3. Il y a eu un discours qui est fait pour Max à la Chambre des communes, mais malheureusement, le Parlement a ajourné tôt. Mais au cours des 2 prochaines années, M. Trudeau, dans son bureau, l'a rencontré et il va faire un discours à la Chambre des communes. Et Max est très excité là-dessus. Et il a présenté un certificat d'appréciation à M. Trudeau en notre nom. On était assez chanceux d'avoir l'appui de politiciens. Je pense que c'est quelque chose que je vais revenir plus tard dans ma présentation. Je vais dire comment on peut exploiter ces relations personnelles avec les politiciens pour nous aider dans ce qu'on essaie de faire. Mais pendant que tout ça se produisait, pendant qu'on travaillait fort pour collecter des fonds pour la recherche et pour sensibiliser la population, c'est aussi important de penser que en arrière de tout ça, Max a encore Duchenne. Ça n'a pas changé, ça. Il y a encore ces gros problèmes. Alors, on a entendu parler, je ne me souviens pas exactement comment on a entendu parler de ça, pour la première fois qu'on pourrait avoir accès à un nouveau médicament, c'était le médicament Atalurène, dont Carrie avait entendu parler en Australie. On s'est dit, c'est peut-être possible d'avoir accès à ce médicament au Canada. Et à l'époque, ce qu'on essayait de faire, on aurait été la 3e famille à l'avoir au Canada. Et je suis très, très reconnaissant aux 2 familles qui sont venues avant nous pour tout le travail qu'ils ont fait avec les campagnes de travail auprès de différents organismes gouvernementaux pour avoir accès à ce médicament qui aurait rendu les choses beaucoup plus faciles pour nous. Mais c'est encore un processus difficile, c'est très difficile, c'est un gros défi pour avoir accès à ce médicament. On a eu ce médicament, il fallait aller à différents hôpitaux, ça fait 1 an et demi déjà. Ça a 1h30 en automobile pour aller chercher le médicament. Ce n'était pas quelque chose que notre médecin appuyait à l'époque. Ce n'est pas un traitement curatif. Notre médecin n'était pas en faveur de ça. Ce n'est pas un remède. Mais on l'a reçu. Si les médecins nous disent que ça vaut un peu la peine, on s'est battu pour l'avoir. On l'a reçu par le programme d'accès spécial. Je ne sais pas si dans ce bureau de médecins à London, en Ontario, on nous a donné un sac plein de médicaments, en fait, plein d'ordonnances, mais on a reçu l'ordonnance après que le médecin, je ne sais pas, il dit, je ne sais pas comment ça coûte. C'est probablement 300-400 000 par année, mais je recommande que Max les prenne, ces médicaments, parce que ça peut lui apporter des bienfaits. Jamais, je n'ai jamais été d'accord de acheter quelque chose comme 300 000, 400 000 sans avoir l'idée comment le payer.
j'étais un peu heureux que ça soit si cher. C'était tellement, tellement ridicule. C'est quelque chose que je ne serais jamais capable de payer. C'est vraiment un moment surréaliste quand c'est arrivé. On ne savait pas pendant combien de temps on aurait ce médicament-là. Et puis, on s'est dit, quand est-ce que ça va finir? Dans 1 an, 2 ans, on ne savait pas. Je me souviens que le médecin m'a dit, hey, tu vas parler à la compagnie pharmaceutique. Après, tu t'occuperas de l'aspect financier par la suite. Mais maintenant, c'est correct que de payer 15 $ pour avoir l'ordonnance. Ah, 15 $. Oui, oui, je suis prêt à payer 15 $, mais 400 000 là, c'est hors de mon budget. Alors, il nous a donné, on est parti avec les médicaments, avec un gros sac. On est rentré dans l'auto. J'ai mis ça dans mon auto. Et c'est 300 000 $, je me disais, ce gros sac. Et je me sentais pas mal chanceux. On a été chanceux d'avoir ce médicament. Mais je pense que quelquefois, là, dans mon expérience, j'étais perdu un peu. Il y avait tellement de pression, tellement de choses qu'on ne comprenait pas. C'était difficile de se sentir... bon, je me sentais chanceux d'avoir le médicament parce qu'on n'était pas obligé de payer. On ne savait pas combien de temps ça allait durer. On était confus. On ne savait pas si ça allait l'aider. Mais ça, c'était un problème secondaire. On était totalement confus, tout mêlé. On se trouvait très vulnérable et très impuissant dans tout ce processus. On avait l'impression qu'on jouait dans un jeu. C'était comme un jeu. On fonctionnait dans un système où les règles n'étaient pas claires. Il y a d'autres personnes qui connaissaient les règles, mais nous, on n'avait aucune idée des règles. C'était des règles secrètes. Le médecin donnait le médicament, ne savait pas combien ça coûtait. Il nous a dit qu'on allait avoir un appel, une autre famille, il allait parler à d'autres personnes. Mais ils ne peuvent pas partager. Ils ont signé une entente de confidentialité. Non, on avait peur. C'était bizarre. Ils n'avaient pas le droit de nous parler de leur expérience. C'était très, très, très étrange. Alors, on a eu des rencontres étranges. Par exemple, il y a une compagnie de relations publiques qui travaillait pour une pharmaceutique, nous faisait dîner dans le Toronto, centre-ville de Toronto. J'ai dit, c'est quoi? J'étais heureux de leur parler. Mais je ne comprenais pas ce qu'ils voulaient. Est-ce qu'ils voulaient parler de mon parcours cycliste pour Max? Je ne comprenais pas pourquoi ils m'approchaient de cette compagnie pharmaceutique pour avoir ma voix dans le processus d'approbation. Ça s'est arrêté abruptement. C'était très mêlant, tout ça. Et ensuite, on est allé dans les salles de conseil du 23e étage dans un édifice avec une compagnie de relations publiques, une compagnie pharmaceutique. Et j'avais quelqu'un de mon organisme de bienfaisance qui était venu avec moi pour nous aider à naviguer dans tout ce système. On ne savait pas comment naviguer. Je n'avais jamais passé par là. Il n'y avait jamais eu de médicament au vent pour la dystrophie musculaire de Duchenne. Je me souviens de cette rencontre avec la compagnie pharmaceutique qui m'a dit « Tu as simplement à faire ce qu'il y a de mieux pour ton fils. C'est tout ce qu'on vous demande. » C'est difficile de prendre ce genre de conseil. J'étais un peu en colère quand ils m'ont dit ça parce que, voyons donc, je veux aider mon fils, mais en tout cas, c'est bizarre, ces affaires-là. Toutes ces choses bizarres. Je ne savais pas comment naviguer dans tout ça. Et finalement, on s'est ramassé dans une entente confidentielle avec une compagnie pharmaceutique où il fallait faire des collectes de fonds ou collecter assez de fonds. Disons que c'était tout nouveau. C'était un gros montant, en tout cas, plus que notre maison. Il fallait le payer. Je ne savais pas si je ne le payais pas, mais j'ai trouvé que c'était peut-être dans mon meilleur intérêt de payer cette grosse somme d'argent. Je ne savais pas combien de temps ça allait durer, mais ça semblait la meilleure chose à faire. On a accepté de faire des événements de collecte de fonds et on a été assez chanceux de pouvoir avoir l'Australie qui a pu nous aider. Les parents de ma femme en Australie ont pu l'aider, mais c'est malheureux. À travers tout ça, on se sentait très seul, très stressé. Et finalement, on avait peur. On était effrayés. C'était un processus, depuis le diagnostic de Max, ça a été vraiment comme les montagnes russes. C'était la deuxième chose la plus stressante qui s'est produite après le diagnostic. Et là, j'ai réalisé que ce n'est pas tout le monde pourrait avoir ce médicament. Ce n'est pas tout le monde qui a cette maladie pourrait avoir accès à ce médicament. C'est là que j'ai compris ça. Et j'ai réalisé qu'on était chanceux. Mais des fois, c'était dur de s'en souvenir quand on passe par ce processus et qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Alors, pour pivoter un peu maintenant, Max est encore en train de prendre le médicament. Il l'obtient dans le cadre d'un essai clinique. Là, les pressions de paiement ont été allégées. On ne sait toujours pas combien de temps le médicament, combien de temps on va pouvoir se faire fournir le médicament. Mais si on repense à toutes les choses qu'on a fait avec notre parcours cycliste, Max's Big Ride, on a réussi à collecter au fil des ans environ $250 000 pour la recherche. Et
c'est quelque chose, je réalise que le monde de la recherche n'a souvent pas beaucoup d'argent pour un site web à partir de mon sous-sol. Je n'ai pas d'expérience. Je me suis dit, si je peux le faire, quelqu'un peut peut-être y penser. Essayez si vous pouvez collecter des fonds. On peut demander de l'aide ici. Cet été, on a fait encore le Max's Big Ride à la maison. Un gros aimant de frigo que j'ai, c'est il ne faut jamais lâcher. Alors, on a un formateur à bicyclette, Peter Corvent, qui nous a permis de faire ces événements cyclistes virtuels. Et le 250 000 qu'on a collecté pour la recherche au cours des 4 dernières années est allé au laboratoire Jennings de l'Université de Toronto. J'ai travaillé là, mais j'ai rien à faire du côté scientifique, mais j'étais dans le service aux étudiants. Il y a des chercheurs qui font beaucoup de travail sur différents types de cancers. On est devenus comme des rock stars sur le campus parce qu'on apporte des millions de dollars pour la recherche. Et je suis allé à une réunion avec le directeur qui était intéressé à parler de l'histoire de son personnel. J'ai dit, OK, je vais envoyer au directeur de mon université, au recteur, un courriel sur mon parcours cyclique. Il nous met en contact avec le docteur Patrick. Je ne pense pas que Patrick voulait nous rencontrer au début, mais on lui a dit, le recteur lui a dit de nous rencontrer. C'est un super bon gars, mais on ne veut pas influencer sa recherche, mais il s'est assis avec moi et Patrick m'a dit, je vais regarder ça, je vais voir si les molécules sur lesquelles on travaille pour le cancer du cerveau pourraient fonctionner aussi pour le Duchenne. Et il nous est revenu 3 semaines plus tard, pas mal excité, pas mal emballé, il a dit. Je pense qu'il y a quelque chose là. On aimerait faire du travail là-dessus. Nos médicaments pour le cancer du cerveau pourraient peut-être être utiles. Alors, au cours des 4 dernières années, on a travaillé avec des candidats au doctorat. Il y a des résultats promoteurs pour le Duchenne. Il y a un autre 300 000 qui a pu contribuer à son projet. Où je veux en venir, c'est poser des questions, tendre la main aux gens, c'est tellement important. C'est ça qui nous a permis de créer cet accident heureux. On a découvert tout à coup une percée possible dans la recherche. Je ne suis pas scientifique moi-même, mais ça explique le genre d'endroit où je travaille. Je travaille au service étudiant dans une université et c'est incroyable ce qu'on peut arriver quand on pose les bonnes questions. C'est quelque chose qui n'existait pas. Et j'ai mis l'image d'un bateau ici parce que je parlais du fellowship de Max et le nom qu'il veut. Mon fils Max avait l'impression qu'on bâtissait un bateau. Il était pas mal emballé d'aller sur le gros bateau. Il a été un peu étonné quand il s'est aperçu que ce n'était pas un vrai bateau. Maintenant, pour l'avenir, on travaille pour créer plus de ces événements heureux avec des recherches avec les chercheurs. On accélère. Il y a un programme avec microgrammes et on fait aussi des hackathons dans les universités. C'est des séances de piratage. L'union fait la force. On veut être ensemble pour aider la recherche et on peut potentiellement influencer les choses. Donc, on est petit, mais on essaie de faire une différence, identifier les lacunes avec d'autres personnes pour pouvoir faire ce genre de choses. Mais en fait, tout ça, là, Max est dans la même position qu'il était lorsque tout ça a commencé. Il est encore sur les stéroïdes, c'est le seul médicament qu'il a. Il y a des choses dans le pipeline, par contre, qui s'en viennent. J'espère qu'il y en aurait plus de choses dans le pipeline. Mais je souhaite la même chose à tous ceux qui ont une maladie rare. Et ça nous a mené à l'idée que c'est fun, la collecte de fonds, la défense des droits, c'est ça, c'est très bon, la sensibilisation, c'est bon, mais il faut qu'il y ait de la sensibilisation ou de la défense de droits. Qu'on ait accès aux médicaments, ça dépend. Si ce médicament est approuvé, c'est toujours le même problème et le même processus. Et ce n'est pas quelque chose que je veux répéter. Max a un médicament qui n'est pas un traitement curatif, alors il va falloir aller plus loin. Si on comprenait les règles d'approbation, s'il y avait un système plus rapide et plus juste et équitable pour tout. On veut des changements pour Max, mais aussi pour les gens qui ont la dystrophie musculaire de Duchenne et pour toutes les personnes qui ont des maladies rares. Quand on a commencé à travailler, l'idée, c'est que l'union fait la force. Il y a de la force quand on s'unit. Alors maintenant, ce n'est plus une maladie rare. Si on met toutes ces maladies rares ensemble, c'est plus rare. Alors, c'est le concept dont vous allez entendre parler un peu plus dans une minute. Sur l'idée que c'est pas si rare. Hein? On se joint avec d'autres communautés, d'autres maladies rares hein, pour compter nos histoires, parce que c'est là-dedans qu'on est l'histoire. Je ne suis pas un expert dans les politiques sur les maladies rares, mais je suis un expert pour compter l'histoire et faire le récit de ce que j'ai eu et que je ne veux jamais avoir à nouveau. Donc, l'idée, c'est de rappeler au gouvernement leur promesse de base que Trudeau a faite l'an passé. Il y avait une lettre de mandat et ça faisait référence à une politique sur les maladies rares. Et les choses qu'on demande sont très basiques et très élémentaires. On veut un diagnostic précoce, un accès à de nouvelles thérapies. Le temps est important et pour tout le monde qui a une maladie rare. Et on veut donner aux gens un accès à des soins et
arriver. On trouve que le système actuel de remboursement semble exclure plus de personnes que ça ne permet de payer des médicaments. Alors, on a réussi à collecter 300 000, 400 000 de fonds. Ce n'est pas facile. Mais on trouve que tomber d'accord sur une stratégie nationale, c'est vraiment la première étape. Donc, la campagne a été lancée, une campagne sur les plus rares des maladies rares. Le 29 février de l'an passé, cette campagne a été lancée. 2 semaines plus tard, comme on le sait tous, la nouvelle réalité de la COVID est arrivée qui a tout fait dérailler et la campagne a tombé. On ne pouvait plus en parler. La seule chose dont les gens parlaient, c'était la COVID. Comme vous l'avez vu, comme beaucoup de personnes l'ont vu ici sur cette tabelle, la COVID a exacerbé les problèmes des provinces qui font face à des maladies rares, comme des chirurgies ont été annulées. C'est plus difficile de voir un médecin ou d'aller dans un hôpital maintenant. Alors, la COVID a rendu ces problèmes plus d'actualité. Et on a pu un effort coordonné, que ce soit au Canada ou dans le monde entier, avec des gens qui travaillent ensemble, qui sont rapides pour arriver à un vaccin potentiel pour la COVID. On peut peut-être tirer les leçons pour certaines de nos maladies rares. C'est le temps maintenant où on peut commencer à exploiter les relations qu'on peut avoir avec les politiciens. L'idée, c'était d'avoir une pétition qui serait signée. Je pourrais faire un parcours cycliste avec Ottawa et lui présenter ça. Ça ne s'est pas produit l'an passé, mais on a envoyé beaucoup d'images avec des politiciens. Oui, on est allé d'avoir des photos. C'est le temps que d'autres personnes commencent à exiger des choses de la part de nos politiciens. Alors, exactement comme Max prend ses stéroïdes, ils sont dépassés, ces stéroïdes, à mon avis, comme instrument. Ça a beaucoup plus de résultats négatifs que de résultats positifs. Je pense que la chose est vraie aussi de notre système actuel d'approbation des médicaments. Il y a tellement d'effets négatifs de ce système d'approbation qui empêche les gens d'avoir accès à ce qu'il y a de plus nouveau. Alors, c'est là où je voudrais qu'il y ait des changements. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vais maintenant passer la parole à Mireille. Premièrement, je veux que vous sachiez que je me sens très, très privilégiée de travailler avec Gail et Andrew. J'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour leur travail. Moi, je suis productrice vidéo et je suis spécialisée dans le marketing web. Alors, ce que je vais faire maintenant, et puis là, je suis en train de... Attendez un petit peu. Bon, OK. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui? OK. Oui. Bon, voilà. Moi, je vais survoler la pétition et le portail web lancé par Max's Big Ride et le RQMO. En fait, cette initiative-là est aussi lancée par 6 autres associations. Si vous voulez avoir plus d'informations, on a 2 sites web. En français, c'est lesmaladiespassereurs.com et puis en anglais, c'est le notsorareDisease.com. Le pourquoi de l'initiative, tel que Andrew l'a mentionné et aussi Gail précédemment, c'est que toutes les personnes atteintes de maladies rares font face aux mêmes obstacles. Et puis, le portail web et la pétition ont pour objectif de sensibiliser le public aux besoins d'une stratégie pour les maladies rares. Et comment est-ce que nous allons accomplir ça? En fait, pour nous, ça se passe en 2 temps. C'est-à-dire que sur le site web, il y a la pétition et il y a le portail web. Le portail web, nous allons l'utiliser pour raconter des histoires des gens atteints de maladies rares. Alors, vous pouvez nous trouver sur Facebook, YouTube. Puis, qu'est-ce qu'on va faire avec les histoires? C'est qu'on va rediriger les gens pour qu'ils puissent signer la pétition. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est sensibiliser en racontant des histoires très humaines. On veut que les gens comprennent les besoins criants et aussi faire en sorte qu'il y ait des actions qui soient prises à long terme pour faire avancer les choses. Le message ici, ça c'est notre message et je vais demander s'il vous plaît à Alex, c'est lui qui va lancer le message, de nous lancer le message. Alex? Oh, parfait. 3 millions de Canadiens souffrent de maladies rares.
les 2/3 sont des enfants comme nous. Ensemble, nous ne sommes pas si rares. Nous avons besoin d'une stratégie nationale pour un meilleur accès aux soins et aux traitements. Nous ne voulons pas disparaître. Soutenez une stratégie nationale pour les maladies rares. Bon, alors je vais reprendre le contrôle de l'écran. Merci, Alex. La beauté du message. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Non. OK, je vais repartager mon écran. Là, c'est bon. OK, là, c'est beau. OK, voilà. Bon. La beauté du message, c'est que les personnes qui sont dans le message publicitaire que vous venez de voir de 30 secondes, ce sont tous des vrais enfants atteints de maladies rares. Il y avait 11 personnes la journée de tournage et je peux vous dire que c'était très difficile à coordonner. Et puis, mais maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire dans le futur? C'est de continuer à raconter des histoires de ces familles-là. Parce que à travers ces gens-là, chaque obstacle là, que les gens rencontrent en groupe, individuellement, ces familles-là les rencontrent aussi. Alors, ce qui m'amène à vous, juste à vous faire un petit survol des principaux obstacles que les gens atteints de maladies rares ont à surmonter. Premièrement, l'obtention des diagnostics précoces. C'est un obstacle, c'est très difficile. L'accès rapide aux nouveaux traitements. Le remboursement équitable et plus rapide pour les nouveaux traitements. L'accès équitable aux soins de soutien et à la gestion des maladies. Ça, c'est tous des obstacles que les gens atteints de maladies rares rencontrent tous. Et puis, je vais vous amener 2 histoires. Ces 2 histoires, simplement pour illustrer ces obstacles-là, ça a l'air de quoi sur le terrain quand on est une maman, quand on est un papa. La première histoire que je veux vous amener à votre attention, c'est l'histoire de Caroline Joseph. Et puis, nous allons produire un petit documentaire web sur son histoire qui sera diffusé en 2021. Mais l'histoire de Caroline Joseph, en bref, c'est que Tommy, son fils de 13 ans, a une maladie dégénérative, mais ils n'ont toujours pas de diagnostic. Alors, elle, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est que ça lui fait très peur d'arriver à l'âge adulte et de ne pas avoir le diagnostic. De plus, il a toujours des nouveaux symptômes qui apparaissent, donc personne ne sait comment les traiter. Au niveau de la gestion, qu'est-ce que ça veut dire pour une maman comme Caroline? Ça veut dire rencontrer plus de 20 spécialistes. Ça veut dire ne pas être capable de cibler les besoins parce qu'il n'y a pas de diagnostic. Alors là, il faut aller voir tous les spécialistes. Tommy peut aller à l'école seulement 4 jours par semaine, à tel point parce qu'il y a tellement de rendez-vous. Et puis, de plus, Caroline me disait aussi qu'elle doit consulter, elle va souvent consulter des centres experts sur Internet en Europe par elle-même parce qu'elle n'est pas capable de trouver les réponses. Alors, ne pas avoir de diagnostic, c'est une histoire vraie. C'est l'histoire de Caroline et Tommy. Et c'est aussi l'histoire de 30 à 40 % des gens, comme le disait Gail, n'ont pas leur diagnostic. La deuxième histoire que je veux survoler, c'est une histoire qu'on va diffuser sur notre plateforme web la semaine prochaine. Et c'est un extrait du témoignage de Carole. Carole, qui est la directrice de la communauté pour Prader-Willi. Puis elle, en fait, elle et sa famille, ils se sont sentis livrés par eux-mêmes avec un diagnostic. C'est-à-dire que quand ils ont reçu leur diagnostic à l'hôpital, elles sont sorties de ce rendez-vous-là seulement avec une liste de symptômes. Et Carole s'est retrouvée par elle-même devant l'ordinateur à chercher sur les moteurs de recherche. Et ça, c'est quelque chose de très, très difficile, hein, parce que
Sur les moteurs de recherche, vous allez trouver toutes sortes d'informations. Ça porte à confusion. Alors, qu'est-ce que Carole m'a dit? C'est que quand elle a reçu son diagnostic, cette semaine-là, elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Elle pensait que sa vie était finie. Puis ici, je vous montre une belle photo de famille de Carole et de sa petite fille Jillian. Et puis, Carole, c'est une belle histoire. Ils ont tourné la situation de bord, comme on pourrait dire, parce qu'aujourd'hui, Carole, elle aide les autres mamans à passer à travers leur diagnostic. Elle travaille pour la fondation Prader-Willi au Canada. Donc, elle a réussi, en fait, à transformer cette épreuve-là en positif. Ce qui m'amène, en fait, à vous parler de la suite. Qu'est-ce qui s'en vient sur notre portail web? Alors, qu'est-ce qui est en cours en ce moment jusqu'à la fin janvier? C'est une campagne bilingue pour signer notre pétition. Puis comme vous pouvez le voir, vous pouvez reconnaître Caroline et Tommy. Qu'est-ce qu'on fait pour inciter les gens à signer la pétition? C'est de raconter l'histoire des familles. Et puis, tout ça, vous pouvez trouver ces campagnes-là sur notre page Facebook. Et puis, on a aussi des campagnes de sensibilisation qui sont des images partageables. On a une petite campagne qui propose aux gens, qui encourage les gens à porter leur masque en ces temps de pandémie, parce qu'on le sait, les gens atteints de maladies rares sont plus à risque. Souvent, ils sont un peu oubliés parce qu'on entend beaucoup parler des personnes aînées, mais les personnes avec une maladie rare sont plus à risque s'ils contractent le virus. Alors, on a des campagnes de sensibilisation. On va aussi avoir des articles, des témoignages de nos partenaires. Nos partenaires associations sont souvent des familles. Puis, on va aussi faire beaucoup de témoignages de familles. Alors, il va y avoir beaucoup de plus de choses à venir. Alors, je veux vraiment vous encourager à aller nous suivre sur notre portail web. Enfin, pour conclure, on a aussi un projet de web-série qui va être lancé au mois de février. Et puis, ce web-série-là, ça va être 4 épisodes. Ce sera des web-documentaires d'une durée environ de 5 minutes. Et puis, il y aura une campagne sur les réseaux sociaux pour promouvoir le visionnement et aussi une campagne de relations presse. Alors, l'épisode 1, ce sera un épisode concernant Tommy et Caroline, mais il y a 3 autres épisodes qui vont être tout aussi intéressants et qui vont s'en venir. Notre but, c'est toujours de sensibiliser, d'éduquer, d'inciter les gens à signer la pétition pour que dans le futur, tout le monde avec une maladie rare puisse bénéficier d'un meilleur système. Ensemble, on est plus fort. Cette initiative-là, c'est vraiment pour rassembler les gens, signer notre pétition, partager nos histoires, suivez-nous sur nos sites web, sur les réseaux sociaux. Et je vous remercie infiniment pour votre attention. Alors, je crois que là, on va passer à une période de questions. Est-ce qu'on passe à une période de questions? Oui, pardon. Mon Internet a lâché. Alors, je pense qu'on va commencer avec les questions, justement. Il y en avait quelques-unes, en fait, sur les positionnements du RQMO face à différents enjeux. Est-ce que, Gail, voulais-tu les adresser pour commencer? Gail? OK. Oui. Ah, je t'entends. Non. OK, ben d'abord, dans ce cas-là, je vais continuer avec c'est un peu un commentaire qu'on a reçu. En fait, j'ai œuvré en hypertension artérielle il y a 10 ans. Malgré de nombreuses molécules ayant été homologuées et remboursées ici même au Québec, les défis de dépistage demeurent identiques aujourd'hui à ce que l'on voyait il y a une décennie. Une stratégie des argents ne changera rien si on ne peut former les docteurs à avoir un niveau de sensibilisation à de telles maladies.
Alors, est-ce que nos panélistes avaient quelque chose à dire à ce sujet, peut-être? En fait, ce serait vraiment Gail qui serait l'experte, mais moi, qu'est-ce que je peux dire en réponse à cette question-là, c'est qu'une stratégie donnerait certainement des moyens pour les professionnels de santé d'avoir un peu plus d'outils pour diagnostiquer les gens plus rapidement. Mais je préférerais beaucoup que Gail réponde si elle est disponible. Allô, est-ce que vous m'entendez là? Parce que je pouvais pas ouvrir mon micro. OK, fait qu'on on lira pas toutes les questions. On va essayer pour pas prendre trop de temps. Donc, comme je disais, il y avait une personne qui avait 2 commentaires, questions sur l'hypertension artérielle, du fait qu'il y a ce que je comprends, des traitements, mais que diagnostiquer, dépister, c'est encore long. Donc, ce qu'il faut, c'est former les docteurs à un niveau de sensibilisation de telle maladie. Donc, je suis tout à fait d'accord. Même les maladies supposément connues, elles sont encore diagnostiquées trop tard, en tout cas pas assez rapidement. Puis nous, dans notre stratégie, on a mis en thème numéro 1 l'information et la sensibilisation aux médecins. Pourquoi? Parce que, bon, j'essaie de aussi ouvrir ma caméra, mais ça ne semble pas fonctionner. On ne donne pas la permission, ça a l'air. Fait que pour nous, c'était très important de mettre ça en premier comme thème. Pourquoi? Parce que tout passe par là. Si les médecins sont bien formés, informés, ils vont diagnostiquer plus rapidement. Si pour l'information, il y a des ressources, des bases de données, qu'il y a quelque chose de centralisé pour trouver des spécialistes, ça va aller mieux pour détecter si... Donc, ce qu'on propose, ce n'est pas que les médecins puissent apprendre 7 000, 8 000 maladies rares. Ce qu'on propose, c'est qu'il y ait de la formation et pour les médecins et les autres professionnels de la santé, infirmières, etc., sur la problématique des maladies rares pour qu'ils sachent, là, comme il y a eu dans le premier plan en France, maladies rares, une campagne qui s'appelait « Et si c'était une maladie rare », puis que les médecins puissent douter et savoir où aller après qu'ils ne diagnostiquent pas une maladie commune puis qu'il semble bien y avoir quelque chose. Nous, on pense que c'est la première chose à faire. Ça ne devrait pas être coûteux puis ça ne devrait pas être compliqué d'intégrer une telle formation dans la faculté de médecine puis la faculté des autres professionnels de la santé. Et aussi, mettre sur pied des registres et nous, on demande un intranet au Québec pour les médecins pour qu'ils puissent trouver tout de suite quelqu'un qui serait spécialiste d'une certaine maladie, qui puisse communiquer, trouver la bonne information, référer à ce médecin-là, etc. Fait que c'est les choses qu'on... Et puis, il semble que dans le groupe de travail qui avait notre stratégie en main c'était une des recommandations. Alors ça réglerait beaucoup de choses. Là, il y a des questions sur notre position à nous sur les prix des médicaments, etc. Écoutez, c'est un dilemme, les médicaments, et dans le sens où, oui, c'est trop cher. Le Orphan Drug Act, qui est arrivé aux États-Unis, a été établi aux États-Unis en 1983, donc presque 40 ans, a fait qu'il y a eu développement de médicaments pour les maladies rares. Avant ça, il n'y en avait pas. Les compagnies, ça ne les intéressait pas, les marchés étant très faibles. Donc, ce Orphan Drug Act, puis aussi en Europe, au Japon, il y en a eu ailleurs. En passant, le Canada n'a jamais voulu en établir un. C'est des incitatifs pour que les compagnies puissent développer. Donc, ils ont des incitatifs financiers, de l'aide les protocoles, l'exclusivité, etc. Ça fait que les compagnies s'y intéressent de plus en plus. Et aussi, dans les dernières années, du fait qu'il n'y avait plus beaucoup de maladies communes à trouver des traitements, ou en tout cas moins, les compagnies se sont lancées beaucoup dans les maladies rares. Alors,
mais c'est sûr, même s'ils ont eu ces incitatifs-là, le marché demeure faible. Alors, leurs prix sont élevés et puis tout le monde peut être scandalisé par ça parce que c'est des compagnies qui fonctionnent au profit, etc. Certaines compagnies, par contre, il y a des petites compagnies qui ont presque... Il y a des médicaments qui ont donné parce qu'il y a des problèmes d'accès. Mais bon, c'est la réalité. Fait qu'il faut chercher nos batailles. Est-ce qu'on va changer le système de toutes les compagnies pharmaceutiques, tout le réseau, tous les principes? Je voudrais bien là, qu'on soit plus socialiste à ce niveau-là. Mais ça, avant que ça arrive, nous autres, on a même déjà mentionné l'idée d'avoir une coopérative. Puis il y en a qui l'ont fait à travers le monde, mais c'est sûr que ça ne change pas quand même le système pharmaceutique. Mais ils sont là, avec leur prix, puis les personnes avec les maladies rares ont besoin de leurs médicaments, fait que notre rôle, je pense à nous, puis chaque association où il y a un médicament pour leur maladie, ben, on se bat pour l'accès. C'est ça qu'on fait. Puis on pense que l'accès devrait être équitable, quels que soient les prix. Bon, on sait que dans notre société, il y a beaucoup de gaspillage à bien des niveaux, des choses qui ne sont pas utiles. Fait qu'on pense que le gouvernement devrait comprendre que la vie, le traitement des personnes avec des maladies, autant communes que rares, c'est le plus important. Quelqu'un nous demande à propos de la loterie Novartis. Ben voilà, c'est triste qu'on soit rendu là, enfin, une loterie. Je suis sûre que les parents qui ont gagné pour leur enfant, on a vu des articles, ils sont très chanceux là, d'avoir gagné à la loterie, mais c'est triste qu'on soit rendu là. Puis c'est triste l'histoire de Andrew par rapport aux médicaments, là, son parcours avec le fameux accès compassionnel de Santé Canada, puis ce qu'il vient de nous raconter. C'est triste aussi que des parents passent ça, ou même des adultes. Donc, il faut, et c'est pour ça, je reviens à ça, qu'il faut une stratégie maladie rare pour qu'on puisse gérer ces choses-là d'une façon, qu'on ait une politique, quelque chose au Canada qui prend au sérieux les maladies rares, puis à travers ça, on va pouvoir attaquer tous ces dossiers-là. Pour ce qui est des médicaments, nous, à RQMO, depuis notre création, on a travaillé pour l'accès aux médicaments, pour l'évaluation, pour le remboursement au Québec via l'INES, auprès du gouvernement, etc. Puis il y a eu des améliorations avec les années. Quelqu'un nous parle d'un dossier très précis. Je vais juste dire quelque chose à propos de ça. C'est par rapport à une pétition qu'il y a depuis longtemps pour que l'assurance emploi pour les personnes. Ma réponse, c'est qu'on l'a déjà appuyé. On le publicise quand on voit ça passer. Puis tout ce que je veux vous dire, là, chacun a sa petite bataille. Les différentes associations, il y a des patients individuels qui font leur propre bataille pour toutes sortes de choses, pour un meilleur accès aux soins à domicile, mais le RQMO, avec les ressources qu'on a, puis d'autres associations, on ne peut pas s'investir dans tous ces dossiers-là. C'est pour ça que notre focus, c'est sur avoir des stratégies, puis que là, on puisse commencer à avoir des discussions sur toutes ces choses-là. Comme je l'ai dit, il y a 40 propositions, une quarantaine de propositions dans notre stratégie qu'on voudrait, là, puis il y en a qui ne sont pas là, on a oublié probablement, ils vont arriver, mais je vous enjoins à nous aider, aux organismes, que ce soit CORD, nous, à vous impliquer pour qu'on ait le gros prix, là, enfin, au Canada, une stratégie, puis après ça, on va avancer avec tous les dossiers. Ça évidemment, ne vous empêche pas d'avancer pour votre dossier personnel ou ce qui vous intéresse le plus, mais vraiment, là, il faut de l'aide. Puis c'est pour ça que je remercie aussi Andrew, son initiative Not So Rare, puis Mireille qui travaille pour qu'on
enfin on puisse avoir quelque chose. Il y a peut-être une question d'ailleurs en lien avec la pétition. OK, bien, quelqu'un demande si c'est aussi pour les adultes. Bon, ça a été un choix, là, dès le départ. Peut-être Mireille peut répondre. Oui, bien, en fait, il va y avoir des histoires d'adultes dans notre web documentaire. Ce ne sera pas juste sur les enfants, on va couvrir les adultes et les enfants. Puis il faut que ça soit clair, là, autant le CORD que la RQMO, c'est pour toute personne atteinte de maladie rare de tout âge là, qu'on se bat. C'est sûr qu'il y a toujours, c'est sûr que c'est au niveau marketing, les gens trouvent toujours ça plus triste quand c'est des enfants puis tout ça, mais vraiment, là, c'est toutes les personnes, on se bat pour toutes bon, vous semblez être pro-industrie. Écoutez, on est pro-patient. On est pro-patient. On est pro-personne maladie rare. Ce que je disais, c'est que l'industrie est là. C'est eux autres qui font ces médicaments-là. Est-ce qu'on choisit de mettre toute ton énergie en changeant un système pharmaceutique? Non. Malheureusement, c'est ça. Par contre, on a décidé de mettre une énergie pour l'accès à ces médicaments-là. C'est pas, même, il ne faut pas non plus penser que l'industrie, bien, c'est sûr, c'est pour l'argent, mais dans le domaine des maladies rares, je peux vous dire qu'ils prennent à cœur qu'il y ait des traitements pour les maladies rares. Comme les médecins. Les médecins, ils conseillent l'industrie, ils travaillent avec l'industrie, de plus en plus aussi les patients, puis les associations de patients pour donner aussi la perspective des patients puis des proches aidants. Donc, c'est pas une question pro-contre. En fait, oui, c'est pro-patient, puis c'est là où on se retrouve ensemble pour les personnes atteintes de maladies rares à collaborer, chacun avec nos intérêts. Puis voilà. Quelqu'un a parlé qu'en France, il y a Orphanet. Là, je ne sais pas pourquoi on nomme ça. Orphanet, en fait, c'est 40 quelques pays. Nous, on a eu un projet pour répertorier Orphanet pour le Québec. Mais Orphanet, ce n'est pas un organisme de patients ni de plaidoyer. C'est une base de données d'information qui est vraiment nécessaire, la seule et meilleure à travers le monde. Donc, c'est sûr que c'est une belle référence d'information, mais on trouve que ce n'est pas assez pour les médecins parce qu'on ne peut pas mettre des médecins individuels du Québec ou du Canada là-dessus, puis on a mis des cliniques. On a peu de cliniques, mais on a des experts en maladie, puis c'est ce répertoire-là qu'il faudrait qu'on ait. Je pense que c'était toutes les questions. Donc, je vais juste terminer en disant merci à Andrew et Mireille. Thank you, Andrew and Mireille. Merci, Andrew. Et j'ai été dérangée ici. Et vous en appelez à vous là, pour cette campagne-là de sensibilisation qui commence. Puis, à un moment donné, il faudra, je pense, là, vraiment faire des actions pour pas que les personnes avec maladies rares soient encore relayées au deuxième rang. En espérant que la COVID ne dure pas si longtemps, puis même à commencer malgré la COVID, parce que justement, vous avez subi la COVID probablement pire que d'autres, parce que nous, on n'a pas de stratégie ici. Donc, suivez la page Facebook de Not So Rare, pas si rare. Signez la pétition. Nous, on relaie aussi les choses, puis en espérant qu'on puisse faire une action. En fait, c'est curieux, le thème de la journée maladie rare qui est habituellement donné par Eurordis en Europe pour le février 2021, c'est de voir où on serait rendu en 2030. Dans 10 ans d'ici, là, eux, où ils seraient rendus. Puis quand on lit leurs choses, c'est qu'ils sont déjà rendus à un point où nous, on ne l'est pas, loin de là. Puis ils veulent aller, ils se sont donné des objectifs encore
meilleur là, pour 2030. Nous, je pense qu'on devrait se donner comme objectif là, dès maintenant et durant lors de la Journée internationale des maladies rares en février prochain, c'est de dire 2021. 2021, là, on veut vraiment, au niveau canadien, une promesse d'une stratégie maladie rare. En tout cas, c'est voté, puis on l'a. Puis il y a un task force, un comité de travail, un task force qui s'occupe de ça au niveau canadien. Nous, au niveau Québec, on a quelque chose, mais ça avance très tranquillement aussi. Fait qu'on espère aussi que s'il y a quelque chose au niveau canadien, ça nous fera avancer plus rapidement. Donc, je vous enjoins aussi d'aller voir le site web du RQMO, l'onglet sur la stratégie. Vous avez tout ce qu'on a fait là, dans les 10 dernières années. D'autres documents par rapport aux médicaments, par rapport à la fixation des prix. On a soumis nous aussi un dossier par rapport au CEPMB à Santé Canada parce qu'il va y avoir, pas à Santé Canada, à la Chambre des communes parce qu'il va y avoir un comité là-dessus. On fait des choses, on aura besoin de beaucoup de gens comme vous autour de nous quand on va vouloir vraiment demander pour une fois pour toutes au gouvernement une stratégie canadienne. Alors, merci beaucoup d'avoir été là.